Bonjour, voici la vidéo de présentation de mon stage à l'étranger qui s'est déroulé aux États-Unis, à San Francisco et plus précisément dans l'association Habitat for Humanity. San Francisco est une ville qui compte 843 000 habitants et il y a environ 7 120 000 personnes qui vivent dans la baie, ce qui en fait la 4e métropole des États-Unis. C'est une ville avec une diversité ethnique très importante et dans laquelle il y a beaucoup d'Asiatiques et d'Hispaniques. Le climat est de type méditerranéen mais est très particulier. Le temps peut varier d'un quartier à l'autre du fait du brouillard. San Francisco est la 3e destination touristique des États-Unis et est très connue notamment pour le fameux Golden Gate Bridge, la prison d'Alcatraz, le quartier Fisherman et son Pier 39 où s'entassent les lions de mer, la Coit Tower, les maisons victoriennes colorées et les très connues Sept Painted Ladies, le Cable Car et sa machinerie très ancienne, Lombard Street, et j'en oublie beaucoup. La ville est aussi connue pour la contre-culture, avec l'organisation des premiers grands rassemblements hippies, et pour sa tolérance envers les minorités. Tout cela est aujourd'hui très représenté dans le quartier Castro. San Francisco est aussi le berceau des jeans Levi's. D'un point de vue sportif, la ville et sa baie sont très bien représentées par les 49ers au football américain, qui comptent 5 Super Bowls et récemment finalistes en 2012, les Giants au baseball, 8 fois champions et dernièrement en 2014, ainsi que par les Golden State Warriors au basketball, champions de NBA pour la toute première fois cette année. J'ai réalisé mon stage dans l'association Habitat for Humanity. C'est une association qui est présente dans le monde entier et depuis 25 ans à San Francisco. Son but aux États-Unis est de permettre à des familles qui n'en ont pas les moyens d'accéder à la propriété. Just a lot of positive things that happened after we got in our own place. Right there and then I knew that's it. We've done it. We not only built houses, but we were really able to build our relationship. Le projet sur lequel j'ai travaillé est composé de 28 logements, avec l'accréditation écologique Build It Green. Le montant total du chantier est de 10,1 millions de dollars, soit 362 000 dollars par maison. Le prix de vente, quant à lui, devrait être ramené à 300 000 dollars grâce aux différentes subventions. Voici maintenant le plan des maisons. Elles font environ 130 mètres carrés et sont toutes identiques pour faciliter la réalisation et augmenter la productivité. Allons maintenant visiter une maison terminée. Ces maisons sont fabriquées en bois, comme la plupart aux États-Unis. Je vais maintenant vous présenter le chantier sur lequel j'ai travaillé. Les horaires de travail sont de 8h à 16h30 avec 45 minutes de pause le midi. Le chantier est ouvert du mardi au samedi. Ma tutrice, Dawn Adams, est la chef du chantier. Il y a aussi différentes catégories de personnes sur le chantier qui se distinguent par la couleur du casque. Les personnes employées par Habitat, les AmeriCorps, ce qui est l'équivalent du service civique en France, les stagiaires, comme moi, les volontaires, ponctuels ou réguliers, les futures familles. Avant de travailler, il faut tout d'abord s'équiper. On a besoin d'un casque, avec le nom dessus, ce qui est très pratique, un marteau,
un cutter ainsi qu'un ciseau à bois, un mètre, une équerre et un arrache-clou, sans oublier des lunettes de sécurité et un crayon. Le tout bien rangé dans une ceinture à outils. Tous les outils sont rangés dans la tool room, avec des emplacements très précis et marqués pour chacun, ce qui est très pratique pour apprendre rapidement le vocabulaire. Chaque journée commence par un briefing de Dawn. Elle annonce les tâches à réaliser et les personnes à qui cela sera confié, ainsi que des généralités sur le chantier, comme les livraisons par exemple. Jackie and Miriam, you guys are going to be together. You guys are going to be together on picking up where you left off from yesterday. So my hope is that Jack is going to be kind of. Tout cela est marqué sur le tableau. Ici, on peut voir que je vais être responsable du lot 74, car je suis marqué en orange, et que je vais travailler avec Juan Carlos. Durant la première semaine, j'ai été formé à l'utilisation des outils, comme la scie circulaire, ainsi qu'aux techniques de construction dont j'allais avoir besoin. J'ai notamment appris la réalisation du bardage, des murs à ossature bois, intérieurs mais aussi extérieurs. Une fois ces techniques apprises et maîtrisées, j'ai commencé à travailler, puis de temps en temps, Dawn me confiait la responsabilité d'une équipe. Ensuite, et c'est ce qui a occupé une bonne partie de mon stage, j'ai eu un projet personnel. J'allais devoir gérer une équipe quotidiennement et organiser le travail afin d'accomplir cette mission. Mon projet consistait en la réalisation des murs du rez-de-chaussée pour le lot 74. Pour cela, il fallait aussi détruire la cabane de chantier qui se trouvait là depuis le début. Voici maintenant la méthode utilisée pour réaliser un mur en bois. Tout d'abord, il faut séparer les deux planches d'extrémité préparées par une autre équipe, puis amener les matériaux et réaliser les coupes nécessaires. Ensuite, il faut vérifier la flèche des planches pour les mettre toutes dans le même sens. Et prépositionner les planches à leurs endroits définitifs. Si nécessaire, il faut préparer les assemblages pour les menuiseries, suivant les indications marquées. Mes plus grandes difficultés au début furent la communication, n'étant pas très fort en anglais, ainsi que les unités de mesure, en pieds et en pouces. Pour finir, il faut assembler le tout avec des clous, galvanisés pour le bas, normaux pour le haut. On peut maintenant le mettre en place à son endroit de destination. Pour les murs en limite, le principe est le même, mais il faut réaliser toute l'enveloppe extérieure avant de le lever. C'est-à-dire l'OSB, le gypse, l'étanchéité, puis le bardage extérieur. Après, il faut le lever, et cela demande beaucoup d'efforts. Et voici le résultat après 4 semaines de travail. Ce stage m'a été bénéfique à tout point de vue. J'ai appris les méthodes de construction bois, j'ai beaucoup progressé en anglais du fait de la nécessité de communiquer en permanence sur le chantier, ce qui m'a permis d'obtenir le TOEIC. De plus, j'ai pu découvrir un autre pays ainsi qu'une culture différente.
mais j'ai surtout rencontré beaucoup de personnes merveilleuses, d'âge et d'horizons variés, ce qui m'a donné une vraie vision des Américains. J'en garderai un souvenir inoubliable. Avant de partir aux États-Unis, et plus précisément en Californie dans la ville de San Francisco, ma perception de cet endroit se réduisait à ça. La Californie est le 3e État le plus grand des États-Unis, mais aussi et surtout le plus riche. Il représente 13% du PIB du pays. Si la Californie était un pays à part entière, elle serait la 10e puissance mondiale, notamment grâce à ses ressources naturelles abondantes, sa production de fruits et légumes, ce qui en fait le premier État des États-Unis, sa population nombreuse et active, la Silicon Valley, un centre mondial de haute technologie, mais aussi grâce aux 19,4 millions de touristes qui visitent la Californie chaque année. Lors de mon séjour, j'ai remarqué toute cette richesse et ce dynamisme, mais aussi une chose qui m'a choqué et à laquelle je ne m'attendais pas forcément. C'est le nombre de personnes qui vivent dans la rue, et surtout dans le centre-ville de San Francisco. Dès mon arrivée, j'ai eu cette première impression qu'il y avait beaucoup de personnes SDF. Et plus ça allait, plus cette impression se renforçait, notamment le soir et le week-end. Dans San Francisco, il est très courant de croiser des SDF qui poussent un caddie, comme celui-ci, et dans lequel se résume toute leur vie. Ou encore voir quelqu'un affalé par terre dans la rue et qui dort en pleine journée. J'ai même un jour croisé une famille à un abri de bus. Il y avait les parents et leurs 2 enfants qui étaient visiblement à la rue. Cela m'a vraiment fait beaucoup de peine. Je me suis donc alors posé la question, comment se fait-il qu'il y ait autant de SDF dans San Francisco, malgré la richesse et le dynamisme de cette ville et de la Californie? Pour éclaircir le sujet, j'ai interviewé Dawn Adams, qui travaille pour Habitat for Humanity et qui construit des maisons pour les gens qui n'en ont pas les moyens. J'ai tout d'abord voulu vérifier si mon étonnement était fondé. So when I arrived here, I was surprised by the number of homeless, in particular in downtown. Have you the same impression? Yes. That I have the same impression that there is a large number of homeless people in downtown San Francisco, yes. Cela se confirme par les chiffres. Il y a 6686 SDF auxquels se rajoutent 853 enfants, pour un total de 7539 personnes vivant dans la rue. On remarque que la plupart vivent dans le district 6, ainsi que dans les districts limitrophes. Cette zone représente le centre de San Francisco, ce qui explique en partie que l'on ait l'impression de nombre lorsque l'on se balade dans le centre-ville. Étant maintenant conforté dans mon avis, j'ai ensuite cherché à savoir quelles sont les causes. It's a large variety. I know there are large populations of people with drug problems, mental illness problems, but there's also a large number of folks that are even working homeless people that live in their cars or even holding down jobs, but especially in places like San Francisco where the cost of living is so high, it's kind of shocking how often it can happen, even for people with jobs, even for people with what you would think would be enough opportunities, but it's just very expensive to live here, and being out of work or injured or having a problem even for a short amount of time can be enough for people to lose their home. On remarque que 3 causes se distinguent principalement. Les personnes avec des problèmes de drogue, ceux avec des troubles psychiatriques, mais aussi des personnes qui n'ont tout simplement pas les moyens d'avoir un logement, qu'ils travaillent ou non, car les loyers sont très élevés à San Francisco, tout comme le coût de la vie. Les problèmes de drogue. C'est la deuxième cause conduisant les gens dans la rue à San Francisco. C'est en partie un héritage des années 60 et du développement très important du mouvement hippie dans la ville. On peut le voir dans ce reportage très intéressant. Épicentre de la révolution psychédélique des années 1960, San Francisco était alors connu pour la drogue. Mais aujourd'hui, l'été de l'amour est devenu l'hiver des addictions.
Ici, la communauté gay a vu la consommation de meth s'étendre comme une épidémie. Il y en a à tous les coins de rue. On en trouve partout. Auparavant largement cantonnée au monde de la fête, la meth est désormais si bon marché qu'elle remplace le crack parmi les déshérités. Non loin du Castro, le quartier gay, de nombreux addicts se concentrent dans l'un des pires ghettos de la drogue aux États-Unis, le Tenderloin. La drogue est un fléau à San Francisco. Il suffit d'aller dans le Tenderloin pour le voir. Les problèmes psychiatriques sont aussi une cause principale entraînant des personnes dans la rue, ce qui peut paraître inquiétant. To come back to the kind of people, you say people with trouble mental. Why they are not in hospital, stuff like that? A lot of articles and things I've read and seen and heard have to do with oftentimes folks who struggle with side effects related to medications and stuff. And so I know that it's not an uncommon situation for folks with different mental illnesses and stuff to be hospitalized for a period of time, and then what can happen is they get stable on the medications in the hospital, and they're no longer in a category of needing to be hospitalized. And that kind of is a vulnerable spot, because then they don't need to be hospitalized, so they're put out of the hospital, but then they struggle to stay on their medications sometimes because there can be side effects, and if for whatever reason they discontinue their medication, then it can cycle back to a place of not being able to keep a job or be in a stable situation, and then in some cases folks don't necessarily want to go back to the hospital or go back on the medication, and in other cases it's just a disconnect between when that happens and how they can get connected back to the resources they need. En effet, depuis la fermeture des hôpitaux psychiatriques s'occupant des malades les moins touchés par Reagan dans le début des années 70, bon nombre d'entre eux se sont retrouvés dans la rue. Je me suis alors aperçu qu'en Californie et globalement aux États-Unis, si personne de la famille ne s'occupe d'un malade, souvent, par faute de moyens, rien n'est fait par l'État, sauf en cas de troubles importants. Ce qui peut s'avérer dangereux si l'état de certains malades se dégrade. Le coût de la vie et des loyers explique en grande partie le nombre important de SDF. En Californie, il est entre 40 et 60% plus élevé que la moyenne aux États-Unis. J'ai pu le remarquer car pour mes 2 mois de stage, j'ai payé $2 300 de loyer, et en colocation. High rents are probably a reason for the number of homeless. That's why there are associations like Habitat. Yes, so Habitat for Humanity's mission is related to the challenges to stable home environments, especially in places like San Francisco with high costs of living. Folks from unemployed all the way to working class all struggle to have a stable home environment. And so, I personally know people who are struggling, who have a good paying job, but are still being turned away from reasonable rent options because they don't make enough for the rent, the person renting the place to be satisfied, so they won't let them rent there even though they have a job. And so in that scenario, Habitat is supporting families that have incomes that touch on that population of folks that can have trouble finding housing in this area. On a pu voir que le nombre élevé de SDF à San Francisco est dû à 3 causes principales. Mais il y a aussi d'autres facteurs, comme le climat, sans saison extrême, ce qui favorise la vie dans la rue, qui accentuent ce phénomène. C'est aussi un problème de fond aux États-Unis, car il y a plus de 3,5 millions de SDF, mais aussi 46 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Tout ceci est une conséquence du système social américain. Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade.
Durant ce séjour, j'ai pu découvrir le beau côté des États-Unis et de la Californie, mais aussi ce qui se cache derrière cette belle carte postale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce stage. Plus particulièrement l'association Habitat for Humanity et Don Adams pour m'avoir accueilli et très bien intégré. Mais aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le chantier et avec qui j'ai passé de très bons moments, sur et en dehors du chantier. Ce fut une expérience formidable et durant laquelle j'ai appris énormément de choses.